Salut les copains, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'avais envie de faire une petite série de vidéos consacrées à la lecture du tarot de Marseille sous sa forme de tirage en constellation. Alors c'est une forme de tirage que vous connaissez déjà si vous avez parcouru mon site internet, si vous avez lu mon ouvrage Tarot, Voyage de la Terre aux étoiles. Mais je constate que c'est une forme de tirage qui a pu interpeller des personnes qui avaient envie de le pratiquer et puis qui, peut-être à un moment donné, manquaient un peu de moyens pour aller un peu plus loin dans la lecture. Donc je me suis dit, après tout, pourquoi pas. Et en fait, au moment, au moment où je me suis dit, tiens, ça pourrait être chouette de faire une vidéo, alors encore faut-il avoir le temps, dans la foulée, je recevais 3 mails de suite, mais en l'espace de 2 jours, de personnes me demandant si je pouvais en parler un petit peu plus. Je me suis dit, c'est peut-être le moment de le faire. Et bon, bah, il était temps, donc on y va. Alors, qu'est-ce que le tirage en constellation? Donc je vais expliquer ça à travers, je pense, plusieurs vidéos, parce qu'une seule, sinon ça va être un petit peu compliqué. Et là, la première sera vraiment de surface. C'est une vidéo qui sera surtout à viser des personnes qui ne connaissent pas du tout ce mode de tirage. Et ensuite, on ira plus loin pour les personnes qui connaissent déjà et qui attendent la suite. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez d'autres vidéos plus poussées, à me mettre un petit commentaire, un petit pouce, voilà. Puis ça fait toujours plaisir et ça référence la vidéo. Alors, pour pratiquer cette forme de tirage, moi je recommande a priori déjà d'avoir vraiment une bonne connaissance du tarot de Marseille, au moins de connaître ses arcanes, les arcanes qu'il constitue, et l'ordre des arcanes. Et puis bah, évidemment, les significations, hein, c'est quand même la base. Après, vous pouvez ne pas être forcément dans les rudiments absolus de la lecture et du tirage. Vous allez voir que c'est une forme de tirage qui est un peu simplifiée, hein. C'est assez facile. Je trouve plus difficile d'interpréter un tirage libre, un tirage en croix celtique, un tirage en balance, un tirage en plus et moins, ce que vous voulez, qu'une constellation. Je trouve que la constellation est beaucoup plus intuitive, c'est plus simple d'obtenir des infos. Donc, la base, c'est vraiment déjà de connaître les arcanes majeures du tarot. Bon, bah, a priori, je pense que si vous pratiquez un petit peu, vous les connaissez déjà. J'ai fait des vidéos où je parle justement des significations des différentes cartes. Si ça vous intéresse que j'en refasse au propre, parce que les anciennes sont avec des vidéos et ça fait 15 ans qu'on me rabâche les oreilles en disant « Ah, c'est bien, mais la musique, c'est chiant ». Donc bon, bref, comme si je pouvais changer la vidéo en cours de route. Spoil, ça n'est pas possible. Arrêtez de m'écrire ça, c'est insupportable. Donc si vous souhaitez que j'en refasse des nouvelles avec peut-être les nouvelles significations que j'ai pu trouver, avec plaisir, et puis comme ça fera quelque chose d'un petit peu plus holistique. Donc, la base, c'est évidemment donc, de connaître les arcanes majeures. On ne travaille qu'avec les arcanes majeures, même s'il est possible plus tard de faire des constellations avec avec les autres cartes du jeu, de les mélanger. C'est possible, mais c'est pas indispensable. Moi, je recommande vraiment de rester sur la matrice du jeu. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser cette matrice comme une espèce de modèle pour interroger le tarot autrement que ce que l'on fait d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, on l'utilise comme un dictionnaire que l'on ouvre et dont on va aller prendre un mot par-ci, un mot par-là. La constellation, c'est lire le dictionnaire en entier et essayer de voir ce qu'il a voulu nous raconter. C'est un petit peu une espèce de philologie, mais du tarot. Donc je trouve que c'est plus complet. Alors, évidemment, la première chose à savoir, c'est prenez votre temps. Si vous faites une constellation, vous la notez ou vous la prenez en photo. Et vous ne vous arrêtez pas aux 3 premières secondes de lecture. C'est quelque chose qui demande du temps, qui est à plusieurs niveaux justement de lecture. Et il est très important que vous laissiez venir aussi à vous parfois des informations qu'au premier coup d'œil on ne voit pas. C'est ce qu'on appelle la différence entre infusé et diffusé. D'abord, on est très concentré sur un sujet, puis à un moment donné, on a fait le tour. On a besoin de lâcher l'attention et de passer à autre chose pour que le cerveau réarrange des petits circuits à l'intérieur avec les informations qu'il a eues, pour permettre l'émergence de nouvelles informations qui nous étaient inaccessibles au premier abord. Donc c'est très très important ce que je suis en train de dire, parce que c'est quelque chose qui n'est pas fait de manière générale avec les tirages qu'on fait, et pourtant on devrait le faire avec n'importe quelle forme de tirage. Vous avez un tirage classique, un tirage en croix, un tirage n'importe quoi, on s'en fout. Faites-le, notez-le, revenez dessus plus tard après avoir donné une première lecture, et vous allez voir que ça va se teinter d'informations supplémentaires qui n'apparaissaient pas au premier abord. Et alors, chose intéressante, ça vous allez le découvrir assez rapidement en pratiquant ça, c'est que quand vous prenez un bouquin et que vous notez l'interprétation première que vous donnez et que vous y revenez plus tard, vous allez donner peut-être une autre interprétation ou un complément, et puis plus tard peut-être encore une troisième. Et en fait, vous allez voir qu'à la fin, ce que vous avez mis n'est pas nécessairement invalidé, mais au contraire que vous avez donné des détails qui, après relecture du tirage, vous ne comprendrez pas d'où ça vient. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver en disant « Mais oui, mais effectivement, c'est dingue ça, parce que je lui ai dit qu'il allait rencontrer quelqu'un qui allait ressembler à ça, mais à quel endroit je l'ai vu dans le tirage ?» Et là, vous allez vous dire que vous êtes totalement incapable, par rapport à vos connaissances
de retrouver l'endroit d'où ça apparaît, simplement parce que ça n'apparaît pas du tirage. Ça apparaît d'ailleurs, on est dans un autre niveau de lecture. Et je crois que c'est très bien, quelque part, d'accepter de laisser le temps à notre corps, à notre cerveau, à notre esprit, à nos énergies, ce que vous voulez, vous pouvez mettre le mot que vous voulez dessus, d'aller percer des couches de lecture et d'information qui, de par leur nature subtile, ne sont pas perceptibles au premier regard. C'est très important de se laisser le temps. Ne courez pas. On ne fait pas du fast-food de lecture. On a vraiment besoin de laisser les informations descendre. Donc, voilà, ça c'est une forme de tirage que je vous recommande si vous, justement, avez envie d'apprendre à prendre le temps. Si vous êtes plutôt du adepte à je tire les cartes entre le ketchup et le fromage en 3 secondes comme ça et puis je reviens pas dessus, je prends aucune note, forcément ça va pas trop vous plaire. Donc la première chose à savoir, c'est la structure du jeu, c'est-à-dire l'ordre des cartes. Bon bah, celle-ci on la met de côté pour l'instant, mais on commence par le battleur, puis la papesse, puis l'impératrice, etc. Très important, s'il vous plaît, on met la 8 en 8 et la 11 en 11, pas d'inversion, d'accord? Si on a mis la 8 en 8 et la 11 en 11, ça a un sens, donc même si vous êtes adepte du tarot, on va dire, à l'anglaise et que vous aimez bien inverser les deux, si vous travaillez avec un tarot de Marseille, respectez le numéro. Si vous travaillez avec un autre jeu de tarot, dans lequel le 8 et le 11 sont inversés, vous l'inversez. Mais là, si vous aimez bien tirer un Rider White ou n'importe quoi d'autre, s'il vous plaît, quand vous tirez un Marseille, respectez la structure du Marseille, c'est très important. Donc, une fois qu'on connaît l'ordre, on va maintenant regarder ensemble, c'est pas quelque chose que vous avez à faire, vous pouvez le faire simplement pour vous permettre d'apprendre la structure, mais on va créer en fait une structure qui va être basée sur la numérologie du jeu, hein, on va de 1 à 21. Comment on peut répartir ça? On peut répartir ça en 3 x 7 par exemple, c'est une structure qui marche assez bien. Et donc, je vous propose simplement pour l'instant qu'on regarde ce que ça donne, le fait de disposer les cartes sous une forme de 3 x 7. Donc on va tout d'abord de 1 à 7, les 7 premières cartes. Et là, à cet endroit-là, on peut peut-être déjà apercevoir des petites choses qui sont interpellantes. Et ensuite, on va mettre la deuxième ligne, mais cette fois-ci, on va la mettre au-dessus. Alors c'est vrai qu'on aurait pu ponctuellement la mettre en dessous en se disant, bon, tiens, c'est juste pour le fun, on regarde en dessous ce que ça donne. Mais vous allez voir très vite qu'il y a un truc qui colle pas quand on le met en dessous. Hop, voilà. Et on a la troisième ligne qui va au-dessus. Encore. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est assez logique dans le fait de mettre cette ligne-là au-dessus et la première tout en dessous. Là, ici, on est sur un univers qui est très terrestre, très terrien. On a des personnages, on a des fonctions, on a des individus qui prennent vraiment toute la taille. Alors qu'en haut, qu'est-ce qui va prendre le plus la taille? C'est surtout ce qui se passe dans le ciel. Ce qui se passe dans le ciel ou ce qui se passe, et peut-être éventuellement sous terre aussi, puisqu'après tout, on commence par le diable, on est censé être dans les tréfonds de l'enfer. Néanmoins, le diable, c'est quand même un ange, c'est quand même quelqu'un qui est censé être là-haut. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de grimper, il monte sur un piédestal. Et vous allez voir qu'en fait, tout le reste prend beaucoup de place. Le ciel prend beaucoup de place, les étoiles prennent beaucoup de place, la lune, le soleil, l'ange. Et évidemment, la quintessence, qui est le personnage du monde, qui est une figure un peu christique du tétramorphe. Donc tout ça est très céleste, tout ceci est très terrestre, et ça c'est très moral en fait. On a des valeurs comme la justice, la tempérance, la force, qui sont des vertus en réalité. Il manque juste la prudence, mais la prudence c'est lui, simplement. Donc on a une logique qui va vers le haut. Et on a cette carte-là qui n'a pas été placée. Alors le personnage du mat, certains vont le mettre en tout premier, en 0, d'autres vont le mettre à la fin parce qu'ils y voient un 22, d'autres vont le mettre par exemple avec la mort parce que les deux se ressemblent, il y en a un qui n'a pas de nom, l'autre n'a pas de numéro, et puis le mat après 12, ça veut dire, quand on dit échec et mat, c'est échec mat, ça veut dire c'est le roi est mort, le mot mat ça veut dire mourir. Alors évidemment pas en italien puisque le mat c'est il matto, c'est le fou, c'est le sac vide, ça veut dire le sac vide. Ce qui est drôle parce que son sac a plutôt l'air d'être assez plein au demeurant. Et puis c'est comme une espèce de lecture également en rayon X. On a l'impression que si on le passait lui au rayon X, paf, on verrait soudainement ce personnage squelettique. Moi, ce que je vous propose, c'est que cette carte-là, elle aille ici. Alors, c'est pas tant parce que je lui attribue un 0. On verra pourquoi, mais pour moi, dans cette lecture, sa place se trouve là. Et j'expliquerai après pourquoi. Et donc, à partir de là, on a donc 21 plus une case qu'on peut voir comme un peu les cases du jeu de loi. Quand j'ai commencé à en parler, c'était la première analogie que j'avais faite. J'avais dit, pour moi, c'est exactement comme les cases du jeu de loi. À un endroit, il y a l'échelle. À un autre endroit, il y a le puits et on meurt. À un autre endroit, il va y avoir une maison. Voilà. Donc, on est vraiment comme sur une espèce de jeu de plateau. Et puis, ce petit personnage-là, il peut figurer un peu le pion, qui peut aller n'importe où. Mais d'abord, quand on est prêt à commencer le jeu, notre pion, il se met devant la première case, avant de démarrer.
Cette structure, elle est absolument à connaître par cœur. Alors évidemment, après, quand on va faire un tirage en constellation, on peut toujours prendre le temps de compter. On verra ce qu'on va compter, parce que ça peut ne pas avoir beaucoup de sens pour vous, ce que je suis en train de dire. Mais on peut prendre le temps de compter, c'est pas du tout un problème, c'est juste pour une question de simplification et qu'on ne soit pas là à passer des heures à se dire « Ah mais attends, c'est quoi la carte à cet endroit-là, logiquement ?» Donc c'est une structure qu'il est important quand même de connaître un minimum. Et puis évidemment, la signification des cartes. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez à vous dire, je sais pas moi, tiens, par exemple, oui, le pendu, c'est l'amour épanoui dans le couple. Bon, je pense qu'a priori, il y a peut-être des petites choses à réviser. Donc, une fois qu'on a une connaissance au moins de base de ce qui se passe là-dessus, on va récupérer nos cartes et le tirage en constellation, on va le faire de cette manière. Tout d'abord, il faut qu'on ait une question. Évidemment, si on n'a pas de question, ça n'a aucun intérêt. Donc l'idée c'est de savoir c'est quoi le domaine ou l'information qui me manque, le domaine sur lequel j'ai besoin d'avoir une précision. Le tirage en constellation peut répondre précisément à une question pointue ou peut brosser un tableau large d'un domaine spécifique. Vous voulez en savoir plus sur votre vie amoureuse, vous voulez en savoir plus sur votre travail, mais aussi, la raison pour laquelle j'en parle maintenant, c'est parce qu'on est au début d'année. Là, on vient de terminer janvier, on entre dans février, mais on est toujours sur le début d'année. Énergétiquement parlant, d'ailleurs, on a terminé l'année là, sur le 31 décembre, 1er janvier, mais astralement parlant, on pourrait se dire qu'on commence l'année sur le début du zodiaque, donc c'est-à-dire au moment de l'entrée dans le signe du Bélier. On pourrait dire aussi que c'est au moment de l'ingrès solaire de Capricorne, ce qu'on fait nous en astrologie uranienne, c'est-à-dire au moment du 21 décembre, 21-22 décembre. Moi j'aime bien cette idée que les anciens, quand ils ont fait le calendrier, ils ont mis quand même quelques petits indices là-dessus, c'est-à-dire que février, c'est Februus, Februar, c'est la divinité étrusque de la mort, et en fait c'est le mois qui termine normalement l'année. C'est pour ça que quand vous allez au cours de l'année, vous avez janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et après, on a janvier et février. Et en fait, l'année est censée se terminer normalement sur le déclin de février et l'arrivée dans mars. C'est pour ça que Mars, c'est le premier. C'est le dieu de la guerre, mais c'est une énergie puissante. C'est le renouveau, c'est la puissance d'émergence. C'est la faculté de la nature de pouvoir se manifester au travers de la vie. Donc c'est assez rigolo de prendre un dieu qui pourtant provoque la mort pour le voir au travers du mois qui démarre la vie, mais bon, bref, c'est comme ça. Et c'est aussi comme ça que la nature renaît. Si vous arrivez sur l'équinoxe de printemps, c'est à cet endroit-là qu'effectivement la nature revoit le jour. Donc après tout, pourquoi pas? On peut très bien faire notre topo de l'année dans l'entrée de mars, ou vous pouvez le faire dès maintenant si vous voulez voir quand même pour 2025. Ça vraiment, ça vous regarde. Donc l'idée c'est tout d'abord évidemment on se pose une première question, ça c'est la base, et après vous n'allez pas piocher de cartes. Vous allez simplement rester concentré un instant sur votre tirage, sur votre question, juste histoire de bien l'implanter dans votre tête, et pour vous permettre ensuite de faire les tirages, vous allez simplement brasser les cartes. Jusque quand? Combien de temps? C'est vous qui devez le sentir, ou le voir, ou l'entendre, ou le percevoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le moment où vous allez brasser les cartes, selon votre affinité, soit vous allez voir que le jeu se met bien, comme si je disais, là je trouve que, tiens, les cartes, je trouve qu'elles se sont joliment placées les unes avec les autres, j'ai envie d'arrêter maintenant. Moi je suis quelqu'un de très tactile, je suis très kinesthésique, donc en règle générale je regarde même pas, j'ai la tête ailleurs et juste je sens dans mes doigts, dans mes mains, si je sens, je veux dire, là je le sens pas, je trouve que c'est le fouillis. Et puis, tac, là, j'ai senti qu'il y avait un truc qui était bien. Ça peut être aussi dans le bruit. On peut sentir qu'à un moment donné, il y a un bruit qui nous plaît ou qui nous plaît pas. Là, j'aime pas, je trouvais que c'était un peu fouillis. Là, je trouvais que c'était rond, la manière dont le son s'est placé. On s'en fout. Il n'y a pas de règle, c'est juste qu'est-ce qui nous parle sur le moment. Et après, ça peut être simplement un sentiment intérieur. Pour X ou Y raison, on ne sait pas d'où ça vient, mais ma cognition, ma perception me donne le sentiment que c'est maintenant. Donc voilà, au moment où c'est bon pour vous, simplement vous vous arrêtez et puis on va tirer les cartes maintenant les unes après les autres. Et là, je vais vous donner simplement la règle de base et on verra un petit peu plus tard dans d'autres vidéos comment on va plus loin. Ok ? Alors, allons-y. Pour faire ce tirage, moi, ce que je recommande, c'est, en tout premier, c'est vraiment une habitude, moi, je retourne le jeu. Je le mets à l'envers. C'est pas parce que je veux que les cartes soient inversées, c'est juste parce qu'en fait, moi, j'ai l'habitude de prendre des cartes comme ça et de les retourner dans ce sens-là. Ok ? Et donc là, à partir de là, on va prendre le jeu
et on va le disposer selon le diagramme qu'on a vu juste avant, de manière à ce que, ça reforme en fait la figure qu'on a vue, mais là où les cartes vont être différentes cette fois-ci, c'est que l'ordre ne sera plus le même puisqu'on a brassé. Et c'est la manière dont les cartes vont sortir qu'on va avoir des informations. Donc, je place la première à l'écart. Alors, pourquoi je mets la première à l'écart? Simplement parce que quand on a brassé, je vais vous remontrer, mais quand on a brassé, en fait, on a pris une partie qui était à l'arrière et on l'a remise devant, puis une autre qu'on a remis devant, puis une autre qu'on a remis devant, jusqu'à une dernière carte qu'on a comme éjectée du jeu, qu'on a mis vraiment sur le dessus, comme pour la sortir. Donc celle-ci, elle doit vraiment être au début, comme je disais, le pion. Voilà. Donc je la place elle, et maintenant je place le reste de mon jeu. Ah, évidemment, j'ai retourné le jeu entre temps. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Puis la deuxième ligne, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Puis la dernière, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Alors, on voit que là, les cartes, je ne les ai pas mélangées de fou parce que je les avais mises dans l'ordre avant. Donc, on voit qu'il y a des séries de cartes qui, théoriquement, normalement, dans l'ordre, sont censées se suivre. C'est pas grave, là, je montre juste un exemple. Donc là, une fois que le tirage est fait, notez-le. Vous le notez, vous écrivez, vous prenez en photo, vous faites ce que vous voulez, on s'en fiche. Mais il nous faut vraiment garder ça parce qu'on aura besoin peut-être d'y revenir un peu plus tard. Là, d'autant plus que si je fais une série de vidéos, ça peut être intéressant pour vous d'avoir quand même les infos pour plus tard, pour revenir dessus. Et maintenant, qu'est-ce que je regarde dans tout ce foutoir? Eh ben, on avait ici, en tout premier, normalement la carte du mat, que j'avais décrit comme étant un peu le pion. Donc, bah, il peut figurer un pion. Et en gros, il définit le joueur. C'est-à-dire, bah, vous êtes le joueur, prêt à partir sur ce plateau. Qui êtes-vous? Vous savez, c'est toujours assez rigolo parce que quand on joue à un jeu comme, par exemple, le Monopoly, je prends ça parce que je trouve que c'est peut-être le jeu le plus parlant sur ce sujet. On a des pions qui sont tous très différents. Vous avez un chapeau, vous avez un chien, vous avez une voiture, vous avez, je sais pas quoi, une tondeuse à gazon, un lampadaire. Et en fait, on se demande toujours au début quel pion je vais prendre. C'est jamais un hasard. Pourquoi on prend ce pion-là? C'est très significatif, c'est très indicateur de nous, de notre personnalité, de choses qu'on peut avoir en nous, d'une manière dont on a envie de se représenter. Par exemple, vous demandez à quelqu'un sur un forum ou un réseau social de se choisir un avatar parmi différentes images. Par exemple, vous mettez que des animaux. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui va prendre un émeu et alors l'autre va prendre un tardigrade et le dernier un ornithorynque? Vous voyez, il y a une raison derrière tout ça, c'est pas du tout anodin. Et en fait, comme ici, normalement, on avait la carte qui représentait le pion, cette carte-là va nous représenter, nous, en quelque sorte, dans un certain contexte. Et en fait, le contexte que ça va représenter, c'est quel pion j'ai choisi pour figurer cette question que j'aborde. Et en fait, ce que ça nous décrit, c'est qui je suis par rapport à cette question. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? C'est quoi mon énergie? Qu'est-ce qui me définit, moi, là, maintenant, par rapport à ça? Là, admettons, par exemple, j'aurais posé une question sur le domaine amoureux. Je me serais dit, je prends ça au sérieux, ou je peux être un peu cassant, je peux voir ça de manière un peu froide, je suis pas très enthousiaste. Alors que je me serais posé une question par rapport à un travail que j'essaye de mettre en place, je me dirais, ah oui, quand même, par rapport à ça, je suis la carte de la justice, il y a quelque chose de très carré, de très droit, je fais les choses avec attention, avec sérieux, je suis minutieux concernant les détails, je suis attentif, je remplis des papiers, j'écris des choses. Ça va nous donner une énergie, c'est intemporel. C'est intemporel, ça ne définit ni le passé, ni le présent, ni le futur, ça ne définit pas la manière dont les choses vont s'avancer, c'est simplement, en gros, comment je suis, moi, dans cette énergie. Et il y a une deuxième carte qu'on va regarder, c'est celle qui est justement le fameux pion, normalement, c'est-à-dire le mat. Où est-ce qu'il se trouve? Et là, l'endroit où il se trouve, cette fois-ci, c'est le lieu où il est qui va nous donner une information. Et c'est pour ça qu'il est très important de connaître ce schéma, parce que vous allez savoir tout de suite sur quelle maison, moi j'appelle ça une maison, dans quelle maison il est. Là, en l'occurrence, il est dans la maison de la Lune. Alors, parce qu'on va de la 1 jusqu'à la 7, de la 8 jusqu'à la 14, et après on attaque 15, le diable, 16, maison Dieu, 17, l'étoile, 18, la Lune. Donc il est dans la maison de la Lune. Que veut dire cette maison? Et ça, c'est
ce qu'il est en train de vivre cette fois-ci, on va dire peut-être concrètement, ou peut-être émotionnellement, ou peut-être psychiquement, mais cette fois-ci, c'est pas ce qu'il est. Cette fois-ci, c'est ce qu'il traverse. C'est pas son identité, c'est pas l'énergie qu'il est en train d'émaner par rapport à ça, c'est le truc qu'il est en train de traverser. En gros, ici, on vous dit, si vous êtes boucher ou peintre ou danseuse étoile, et ici, on vous dit, si vous êtes actuellement dans une charcuterie, si vous êtes dans un atelier de peinture ou dans un opéra. C'est vraiment un peu le lieu qu'on traverse, et ça, c'est la fonction. Qui suis-je et où suis-je? À partir de là, on a déjà un premier niveau de lecture qui est intéressant parce que ça va nous donner des infos sur là où on se trouve et ce qu'on est en train de vivre. Et c'est un tirage que je trouve intéressant parce que on a plusieurs indicateurs qui vont nous permettre de faire une vérification, ce qui n'est pas possible avec les autres jeux toujours, une vérification de la pertinence du tirage qu'on vient de faire. Est-ce que par rapport à la question que je tire, la situation que je vis, ce que je sais de moi, est-ce que j'ai vraiment l'impression de me retrouver dans ce que je suis en train de lire? Si je ne me retrouve pas du tout dedans, que vraiment ça ne répond à rien, alors évidemment pour celle-ci on pourrait définir peut-être parfois un petit semblant de mauvaise foi, c'est possible. C'est pas toujours évident parce que le tarot, il a un peu peau de vache, c'est-à-dire qu'il nous envoie en pleine poire exactement ce qu'on n'a pas envie de voir, ce qu'on n'a pas envie de savoir, et parfois il peut être un petit peu brut de pomme. Et c'est vrai qu'on a le droit aussi de faire preuve d'un peu de mauvaise foi en se disant non, c'est pas vrai, moi je suis pas comme ça m'intéresse pas. Mais enfin, si la première, elle ne donne pas d'informations pertinentes et que la deuxième non plus, on peut peut-être gager qu'on s'y est pris avec les pieds au moment de faire le brassage et qu'on n'était peut-être pas très bien concentré. Et dans ce cas-là, on peut se dire peut-être qu'une deuxième vérification s'impose et si on refaisait de nouveau un brassage. Ça, c'est le premier point qui va vous permettre de vérifier si vous êtes pertinent ou pas par rapport à votre tirage. Ok ? Je vous propose, comme la vidéo est déjà longue, on est déjà à presque 22 minutes, on va s'arrêter là et on verra la suite sur une deuxième vidéo où je vous donnerai d'autres clés de lecture. Notez votre tirage, gardez-le avec vous et on y reviendra.